Nous allons aborder deux notions dans cette leçon. Tout d'abord la notion de maximum ou de minimum local, puis nous ferons le lien avec les points critiques, un point où la dérivée s'annule. Nous appliquons ceci pour prouver un résultat important, le théorème de Rolle, qui, sous certaines conditions, garantit l'existence d'un point critique. Commençons par des définitions. Soit f de i dans R une fonction définie sur un intervalle i. Tout d'abord, on dit que x0 est un point critique de f si f' de x0 est égal à 0. Géométriquement, ce sont les points où la tangente est horizontale. Ensuite, on dira que f admet un maximum local en x0 s'il existe un intervalle ouvert j contenant x0, tel que pour tout x appartenant à i inter j, f de x est plus petit que f de x0. Dire que f a un maximum local en x0 signifie que f de x0 est la plus grande des valeurs f de x pour les x proches de x0. Bien sûr, en changeant le sens de l'inégalité, on définit ce qu'est un minimum local. Les voici. Notez que si une des extrémités de l'intervalle est fermée, alors un minimum ou un maximum local peut être au bord. On regroupe ces deux notions en une seule. Un extrémum local est un maximum local ou bien un minimum local. Il ne faut pas confondre un maximum local avec un maximum global. Par définition, un maximum global en x0, cela signifie que pour toutes les autres valeurs f de x pour x appartenant à i, on a f de x0 plus grand que f de x. Bien sûr, un maximum global est aussi un maximum local, mais la réciproque est fausse. Il y a un lien entre un point critique, un point où la dérivée s'annule, et un point où f admet un extrémum local. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert, voici le résultat. Si f admet un maximum local ou un minimum local en x0, alors f' de x0 est égal à 0. En d'autres termes, un extrémum local est toujours un point critique. Cela se voit sur le dessin. Pour ces deux maximums locaux, la tangente est bien horizontale. Même chose pour ce minimum local. Étudions les extrémums de la fonction f lambda définie par f lambda de x qui est égal à x³ plus lambda x en fonction du paramètre lambda réel. La dérivée est f' lambda de x est égal à 3x2 plus lambda. On sait que si x0 est un extrémum local, alors f' lambda de x0 est égal à 0. Commençons par le premier cas où lambda est strictement positif. Alors la dérivée est partout strictement positive et ne s'annule donc jamais. En conséquence, il n'y a pas de point critique et donc pas non plus d'extrémum. En anticipant sur la suite, f lambda est strictement croissante sur R et on voit bien sur le graphe de f lambda que f lambda n'a ni maximum ni minimum. Deuxième cas, lambda est égal à 0. Alors la dérivée vaut 3x2. Le seul point critique est x0 est égal à 0. Mais attention, ce n'est ni un maximum local ni un minimum local. En effet, si x0 est négatif, la fonction est plus petite que 0, et si x est positif, la fonction est plus grande que 0. Cela se voit sur le graphe. En 0, il y a bien une tangente horizontale, mais ce n'est ni un maximum ni un minimum.
On continue l'étude des extrémums de la fonction f lambda de x qui est égale à x cube plus lambda x. Il nous reste le cas où lambda est strictement négatif. Alors la dérivée est f' de lambda qui vaut 3x2 plus lambda que j'écris ici 3x2 moins valeur absolue de lambda, car lambda est négatif. Et on peut factoriser sous la forme 3 facteurs de x plus racine de valeur absolue de lambda sur 3, facteur de x moins racine de valeur absolue de lambda sur 3. Il y a deux racines, donc deux points critiques, x1 et x2. Alors, f' de lambda de x est positive sur moins l'infini x1 et x2 plus l'infini. Et elle est négative sur x1, x2. En anticipant sur la suite, on en déduit que f lambda est croissante sur moins l'infini x1, puis décroissante sur x1, x2. Donc x1 est un maximum local, car autour de x1, toutes les valeurs sont plus petites. De même, f lambda est décroissante avant x2, puis croissante après x2. Donc x2 est un minimum local. Voici le graphe de f lambda si lambda est négatif. On retrouve bien notre maximum local en x1 et notre minimum local en x2. Faisons quelques remarques sur le théorème. Si on a un extrémum local, alors on a un point critique. Mais la réciproque est fausse en général. Par exemple, la fonction f définie par f de x est égale à x cube vérifie f' de 0 est égal à 0. Donc 0 est un point critique. Mais 0 n'est ni un maximum local, ni un minimum local. Deuxième remarque, nous avons énoncé le théorème dans le cas d'un intervalle ouvert. Pour le cas d'un intervalle fermé, il faut faire attention aux extrémités. Par exemple, si f est une fonction dérivable définie sur un intervalle fermé AB, qui admet un extrémum en x0, alors on est dans l'une des situations suivantes. Soit x0 est égal à A, soit x0 est égal à B, soit x0 est dans l'intervalle ouvert AB, et dans ce dernier cas, on a bien un point critique par le théorème. Ce qui nous intéresse souvent, c'est de trouver le maximum ou le minimum d'une fonction sur un intervalle donné. Dans le cas d'une fonction dérivable sur un intervalle fermé AB, il faut comparer les valeurs de f aux différents points critiques, mais aussi aux extrémités A et B. Par exemple, sur ce dessin, le maximum est atteint en un point critique de l'intervalle, intérieur à l'intervalle. Il correspond bien à un point où la tangente est horizontale, un point critique. Ici, le maximum est atteint en A, alors qu'ici, il est atteint en B. Notez bien qu'aux extrémités, on peut avoir un maximum sans que la dérivée s'annule. L'énoncé du théorème de Rolle est simple si l'on fait bien attention aux hypothèses. On part d'une fonction f définie sur un intervalle AB, telle que f est continue sur l'intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Si f de A est égal à f de B, alors il existe un C dans l'intervalle ouvert AB, tel que f' de C est égal à 0. L'interprétation géométrique est simple. Si une fonction prend les mêmes valeurs en A et en B, alors il existe un point où la tangente est horizontale. Malheureusement, le théorème ne nous dit pas du tout comment calculer C. C'est juste un théorème d'existence. En plus, rien ne dit que le C est unique, il peut y en avoir plusieurs.
soit P de x le polynôme suivant, ayant toutes ses racines réelles. Les racines sont les alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Elles sont distinctes et ordonnées. Dans un premier temps, nous allons montrer que le polynôme dérivé P' a n-1 racines réelles distinctes. On considère P comme une fonction polynomiale. P est une fonction continue et dérivable sur R. Comme P de alpha 1 est égal à 0 et que P de alpha 2 est aussi égal à 0, alors par le théorème de Rolle, il existe une valeur C1 dans l'intervalle alpha 1, alpha 2, telle que P' de C1 est égal à 0. Nous avons trouvé une première racine de P'. Plus généralement, pour k compris entre 1 et n-1, on a P de alpha k qui est égal à 0 et P de alpha k plus 1 qui est aussi égal à 0. Par le théorème de Rolle, il existe une valeur ck dans l'intervalle alpha k plus 1, telle que P' de ck est égal à 0. Nous avons bien trouvé n-1 racine de P', C1, C2, etc. jusqu'à Cn-1. Et comme P' est un polynôme de degré n-1, toutes ces racines sont réelles et elles sont distinctes car elles appartiennent à des intervalles disjoints. Montrons maintenant que le polynôme P plus P' a n-1 racines réelles distinctes. L'astuce consiste à considérer la fonction auxiliaire f de x qui est définie par P de x fois exponentielle x. F est une fonction continue et dérivable sur R. Et f s'annule comme P en alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. La dérivée de f est f' de x qui est égale à P de x plus P' de x fois exponentielle x. Donc, par le théorème de Rolle, comme f de alpha k est égal à 0 et que f de alpha k plus 1 est aussi égal à 0, il existe une valeur gamma k entre alpha k et alpha k plus 1, telle que f' de gamma k est égal à 0. Mais comme la fonction exponentielle ne s'annule jamais, alors P plus P' de gamma k est égal à 0. Nous avons bien trouvé n-1 racine distincte de P plus P', gamma 1, gamma 2, etc. jusqu'à gamma n-1. Il n'est pas très dur d'en déduire que la dernière racine de P plus P' est aussi une racine réelle. Passons à la preuve du théorème de Rolle. Sous ces hypothèses, il s'agit de montrer qu'il existe une valeur C strictement comprise entre A et B, telle que la dérivée s'annule en C. Tout d'abord, si f est constante sur l'intervalle AB, alors n'importe quel C convient, car la dérivée est nulle partout. Si la fonction n'est pas constante, alors il existe un x0 tel que f de x0 n'est pas égal à f de A. On peut supposer par exemple que f de x0 est strictement plus grand que f de A. Le cas inférieur est similaire. Alors f est continue sur l'intervalle fermé et borné AB, elle est donc bornée et atteint ses bornes. En particulier, elle admet un maximum en un certain point C appartenant à l'intervalle fermé AB. Mais f de C est plus grand ou égal que f de x0 qui lui-même est strictement plus grand que f de A. Donc C ne peut pas être égal à A. En plus, par hypothèse, f de A est égal à f de B. Donc aussi, C ne peut pas être égal à B. Ainsi, C est vraiment compris strictement entre A et B. Mais f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Donc elle est dérivable en C. Et comme elle admet un maximum en C, alors f' de C est égal à 0. Voici des premiers exercices sur les extrémums et le théorème de Rolle. N'oubliez pas ensuite de passer à des exercices plus difficiles.